Je vais commencer par vous dire qu'il y a une image qui a été trop longtemps véhiculée sur l'Afrique par le monde occidental. L'image d'une Afrique pauvre, d'une Afrique arriérée, d'une Afrique non civilisée, d'une Afrique sans histoire, sans gloire, sans héros. Il faut décoloniser aujourd'hui l'histoire de l'Afrique. Sur la question du franc CFA, soyons clairs, disons les choses telles qu'elles sont. La France et l'Europe mènent une politique d'esclavage monétaire vis-à-vis de l'Afrique, et c'est cette politique qu'il faut arrêter immédiatement. Tous ces pays, aujourd'hui, sont sous curatelle. On a une falsification, ce que Cheikh Anta Diop appelle une falsification consciente de l'histoire de l'humanité qui a été opérée depuis plus de 200 ans et qui continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la négation systématique de l'apport de la civilisation noire dans l'histoire universelle. Le vrai ennemi aujourd'hui dans ce pays, c'est pas les étrangers, c'est pas les immigrés, c'est ce monde de la finance qui crée la guerre au niveau international et qui crée la pauvreté au niveau national. Et au cœur du combat des panafricains, parce que je rappelle quand même que ces grands projets d'infrastructure, on en parlait dans les années 60, on voulait faire un pont entre Kinshasa et Brazzaville, on voulait faire des grands barrages au Ghana, on voulait développer le projet Transaqua, qui est la revitalisation du lac Tchad. C'est des projets africains, mais c'est des projets qu'on a empêché de se faire. On voit Modibo Keïta qui au Mali avait essayé justement de lancer une politique de grands projets. C'est normal que les peuples aient envie d'avoir accès à l'électricité, à l'eau, à la santé, à l'éducation. J'aimerais vous faire revivre un petit peu ce sentiment d'optimisme, d'enthousiasme, d'émerveillement. Donc moi je vais parler du spatial et l'Afrique. Et cette année, en 2019, donc, a été entérinée pour la première fois donc, la création d'une agence spatiale africaine. À des moments tragiques de notre histoire, certains avaient eu une certaine idée de la France, ont décidé de résister. Moi, ce soir, je voudrais vous donner une autre idée de l'Afrique, justement. Aujourd'hui, un livre que je vais vous présenter de Sébastien Périmoni, Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Donc, ce livre donne un regard d'espérance sur le continent africain, à l'inverse de l'afro-pessimisme évident quand on voit que l'on a appliqué depuis les années 80 la même thérapie de choc des plans d'ajustement structurel dans le seul but d'attirer les capitaux étrangers et de trouver des ressources destinées au remboursement de la dette. Dans ce livre, on nous parle d'Alexander Hamilton. Alors Hamilton, c'est l'une des plus grandes figures de la Révolution américaine. Hamilton avait compris que le meilleur moyen pour une nation d'assurer son indépendance et de maîtriser son destin était non seulement de se doter d'une souveraineté et d'un savoir-faire sur le plan de l'ingénierie et de l'industrie, mais aussi sur le plan monétaire. C'est pourquoi il a créé la première banque nationale des États-Unis. Or, on fait comprendre aux Africains qu'il est inutile de s'industrialiser car cela va leur coûter cher et qu'il est mieux d'importer plutôt ce que nous autres produisons déjà et de payer en exportant leurs matières premières. Cette politique impérialiste a permis et permet encore à ce jour de maintenir des pays, voire des continents entiers dans un état de sous-développement chronique. C'est l'opposé total des principes préconisés par Hamilton. Une chose importante, c'est de changer la façon dont le monde voit l'Afrique. On a tendance à considérer le continent comme un lieu de problèmes terribles, de famine, de maladies, de guerre, et non comme un espace de savoir et de potentiel énorme où l'industrie spatiale notamment y est très développée. On se pose souvent la question de savoir si finalement les investissements de la Chine en Afrique ne seraient-ils pas le cheval de Troie du nouveau colonialisme ? Tandis que d'autres se posent plutôt la question de savoir comment l'Afrique va bien pouvoir se sortir enfin de l'extrême pauvreté. En effet, depuis le tournant du XXIe siècle, la Chine a été propulsée de relativement petits investisseurs sur le continent à partenaire économique le plus important d'Afrique. Selon l'ambassadeur de Chine au Zimbabwe, la Chine considère l'Afrique comme un continent plein d'opportunités et de potentiel, et non pas comme un objet de charité. De plus, la Chine a une histoire commune avec l'Afrique, car ils ont été longtemps humiliés par les forces des puissances occidentales. On parle aussi souvent de la dette chinoise.
Mais en réalité, la plus grande partie de la dette africaine n'est pas détenue par la Chine, mais bien par les fameuses institutions, telles que le FMI, la Banque mondiale, qui ont rendu esclaves un grand nombre de nations. L'Afrique a largement le potentiel et le savoir pour se développer malgré les obstacles tels que le néolibéralisme et le néo-malthusianisme. En effet, la World Wildlife Fund, le Fonds mondial pour la nature, fondé par le prince Philippe d'Édimbourg, époux de la reine d'Angleterre, promeut des programmes de contrôle de naissance qui incluent la contraception et même la stérilisation pour les hommes et les femmes. Alors, je vais vous lire un extrait intéressant d'un livre du prince Philippe d'Édimbourg intitulé « Si j'étais un animal » publié en 1986. Je me demande ce que cela ferait d'être désincarné en espèce animale en danger d'extinction. Quels devraient être ses sentiments envers l'espèce humaine dont l'explosion de population lui interdit en quelque sorte d'exister. Je dois confesser que je demanderais bien à être réincarné en virus particulièrement mortel. Et il persiste en disant qu'en cas de réincarnation, il souhaiterait revenir sous la forme d'un virus mortel pour contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. À tous ceux qui pensent que la surpopulation est un problème, ne vous gênez pas, disparaissez. Étonnant d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on nous sort l'argument de la surpopulation, on nous montre, pour appuyer ces propos, des images d'enfants africains mourant de faim. N'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit cela. Mais il y a des présidents courageux, comme le président Issoufou, qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7-8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Je rappelle que finalement, même si Macron reproche aux Africains de faire beaucoup d'enfants, le continent africain reste le moins peuplé de la planète, que la densité démographique de la République démocratique du Congo est de 36 habitants par kilomètre carré, contre 100 pour la France. Le World Wildlife Fund, au nom de la conservation de la nature, agit donc de manière criminelle et en toute impunité. Il aurait carrément recouru aux assassinats, à la torture, aux abus sexuels, à la destruction de villages et à la stérilisation forcée, notamment en Inde et en Afrique. Rien que ça. En Inde, des gardiens du parc naturel de Kaziranga ont détruit un village entier pour laisser la place aux rhinocéros. Plusieurs personnes sont mortes ou d'autres ont été blessées sous les coups des milices. Ces gens sont appelés les surplus people, les gens en trop. Ça rappelle un peu les bouches inutiles d'Adolf Hitler. Et oui, la surpopulation a été décrétée comme la plus grande menace contre la nature. Ces programmes de stérilisation sont bien entendu soutenus par USAID et la compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson. On peut donc voir ce programme appliqué dans plusieurs pays d'Afrique, notamment autour des parcs naturels au Congo, au Cameroun, en Ouganda. Le site Survival International a lancé un appel à sauver les Baka dans le bassin du Congo. Les forêts dans lesquelles ils vivent et qu'ils protègent depuis des générations sont sur le point de leur être volées. Il s'agit d'un accaparement des terres mené par des organisations occidentales, tout comme à l'époque coloniale. L'un des problèmes encore en Afrique, c'est l'accès à l'électricité, sans parler d'eau potable et de la possibilité d'atteindre 3 repas par jour. De nombreux pays ont donc présenté des projets d'expansion de l'exploration pétrolière et gazière, du transport et des raffineries, et ont exprimé leurs besoins en investissement dans le domaine. Et voilà qu'au beau milieu de l'événement, des militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont fait irruption au nom de la lutte contre le changement climatique et ont exigé carrément auprès des dirigeants africains que leur pays cesse d'exploiter les combustibles fossiles. En gros, ce sont des personnes qui vivent hors du continent africain, dans le confort, avec de l'eau et de l'électricité, qui exigent que l'Afrique ne doit pas développer ces domaines. Bon, de quoi je me mêle ? Laissez l'Afrique tranquille et vous verrez qu'elle se développera à l'aise même. Pour des milliers de personnes en Afrique, l'électricité provenant du charbon est encore la seule source de chauffage et de cuisson à domicile à ce jour. Enlevez le charbon et il y aura encore plus de maladies. Il y a bien un projet de panneaux solaires dans le désert du Sahara, mais le projet c'est d'alimenter l'Europe en électricité et non l'Afrique. L'un des grands projets prévus pour l'Afrique, c'est le projet Transaka, la remise en eau du lac Tchad. Un projet d'une grande importance économique et écologique. Autre projet important en Afrique, c'est Africa Rail. Au départ, c'était un projet colonial, au début du XXe siècle, et il est ressorti des cartons, et cette fois-ci, le but est de réaliser les liaisons par chemin de fer entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso sur une distance de 1300 km pour former une zone économique
dans le bon sens du terme, qui devrait permettre aux Africains d'exploiter leurs propres ressources par les Africains et pour les Africains. Pourtant, ce projet est retourné dans les cartons à cause du FMI et de ses plans d'ajustement structurel. La ligne entre Ouagadougou et Abidjan relie les deux capitales en 2 jours, 2 nuits, à la vitesse moyenne de 36 km/h. En 2015, le groupe Bolloré avait promis d'investir 400 millions d'euros pour rénover la ligne et le matériel, afin de doubler la vitesse du train. Mais en 2019, on apprend que le groupe Bolloré s'inquiète de la rentabilité du projet. Donc, la politique française n'est pas capable d'offrir à ces États une autre perspective que celle de se tourner vers l'Asie pour se développer dignement. En fait, ce sont uniquement les matières premières qui intéressent Bolloré, parce qu'elles seules sont capables de rentabiliser le projet. Ce projet version Bolloré n'est pas un projet de développement, c'est un projet privé, réalisé par un groupe privé, à des fins de profit purement financier. Mais grâce à la Chine et ses nouvelles routes de soie, dans plusieurs régions africaines, les vraies retombées économiques commencent nettement à se faire ressentir. Déjà en 1983, Thomas Sankara avait la ferme intention panafricaine de rallier Niamey aux autres capitales. Mais Mitterrand a aidé à l'assassinat de Thomas Sankara et Blaise Compaoré a été mis au pouvoir pour 27 ans avant d'être balayé par le peuple en 2014. Un autre grand projet d'aménagement intérieur de l'Afrique aujourd'hui discuté est celui du canal frontalier du Rift africain navigable proposé par le comité de soutien et de plaidoyer pour la région des Grands Lacs, la région qui s'étend du Kenya au Malawi en passant par l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, le Mozambique. Cette région d'une beauté naturelle avec un sol fertile, une faune et une flore d'exception et qui détient à elle seule les 3/4 des espèces animales et végétales d'Afrique, dispose d'un sous-sol très riche en ressources précieuses, stratégiques et en hydrocarbures. On sait malheureusement ce que la région de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi aura payé comme effroyable tribut humain en échange de ces richesses. Ce projet de canalisation des lacs est désigné en swahili Sura ya Amani, ce qui signifie « visage de la paix ». Le canal est pensé comme un outil pour consolider la paix, créer le développement et permettre l'émergence économique de la région et de l'Afrique. Selon Hamzat Boukari Abara, historien et secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja, c'est une organisation politique basée dans plusieurs pays d'Afrique et la diaspora, le panafricanisme, depuis plusieurs années, semble retrouver un certain regain dans le paysage politique, économique et socioculturel en Afrique, notamment auprès d'une jeunesse de plus en plus éveillée sur les mécanismes d'ingérence politique, économique et militaire étrangère, ainsi que sur les politiques assez conservatrices de leurs propres dirigeants. On a de plus en plus de milieux intellectuels, associatifs et militants qui reprennent les flambeaux des grandes figures historiques comme Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara. Quant à la Chine, elle suscite des débats controversés entre les Africains eux-mêmes, ainsi qu'entre les Occidentaux, qui, n'ayant aucune légitimité à parler au nom des Africains, s'inquiètent surtout de voir un nouveau concurrent réduire leur part sur un marché qu'ils pensaient éternellement acquis. La Chine remet en cause les certitudes des Africains comme des Occidentaux, en montrant qu'un pays qui a été pauvre peut devenir une puissance économique et commerciale, qu'un pays qui n'épouse pas le diktat occidental peut se développer sans avoir à mener des guerres de prédation ou de déstabilisation de ses proies. Contrairement aux Français qui sont persuadés avec une certaine arrogance d'être les meilleurs connaisseurs de l'Afrique et de savoir mieux que les Africains ce dont l'Afrique a besoin, les Chinois n'arrivent pas avec un discours moralisateur ou en terrain conquis. Depuis donc, la presse occidentale mène des campagnes pour discréditer la Chine, pour alerter les Africains sur le fait que la Chine arrivait pour les aliéner et les coloniser. Aujourd'hui, l'économie et les conditions de vie des peuples africains sont conditionnées par cette dette illégitime et odieuse qui est l'un des plus puissants outils de domination. En effet, une dette publique est considérée comme illégitime dès lors qu'elle n'a pas été contractée dans l'intérêt général, mais au contraire a servi les intérêts d'une minorité privilégiée, comme par exemple des banques privées au bord de la faillite, transformant de fait une dette privée en dette publique. Ou bien dès lors qu'elle a été contractée selon des conditions manifestement injustes, abusives et inacceptables. Au final, le coût de la dette publique est directement reporté sur la société, en particulier sur les plus pauvres, aussi bien via le paiement des taxes élevées sur les produits de consommation, que via l'absence ou l'insuffisance des services auxquels le peuple a droit, comme la santé, l'éducation,
l'assistance, les retraites ou encore le bradage du patrimoine public à travers les privatisations et l'exploitation illimitée des richesses naturelles avec tous les dommages environnementaux, écologiques et sociaux irréparables que cela implique. Pour Marie Corsaga, une burkinabé, première femme astrophysicienne d'Afrique de l'Ouest, voir l'Afrique avec les yeux du futur, c'est voir une Afrique unie, pacifique et prospère. C'est voir une Afrique prendre sa destinée en main, utiliser ses ressources naturelles pour son développement, par des femmes et des hommes africains sur le continent africain. N'hésitez pas à acheter le livre de Sébastien Périmoni. Sébastien Périmoni que j'ai vu déjà, qui a fait plusieurs actions avec les Gilets jaunes constituants, notamment à Chamalières, devant l'usine qui fabrique le franc CFA, et chez Bolloré. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.